Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Septième Illusion où aujourd'hui on va parler de cinéma fantastique horrifique en compagnie du cinéma d'Hugo. Comment vas-tu? Et ça va très bien et toi? Ma foi, fort bien. On va essayer de ressusciter certains souvenirs d'un film qu'on a vu il y a plusieurs jours maintenant, sorti d'ailleurs la semaine dernière, à savoir Les Guetteurs, ou en version originale The Watchers, premier long métrage d'une certaine Shyamalan. Alors, évidemment, pas M. Night Shyamalan, mais la fille de celui-ci, à savoir Ishana Night Shyamalan, qui a la vingtaine, hein, et qui fait ici son premier long, à savoir qu'elle a fait quelques épisodes de série sur The Servant, qui est d'ailleurs quelque chose qui a été produit par M. Night Shyamalan. Et au casting ici, on a quand même des actrices, surtout actrices connues, à savoir Dakota Fanning, que vous avez pu voir toute petite dans La Guerre des Mondes de Steven Spielberg. Il y a aussi Georgina Campbell, qui a été dans Barbare, là, un film assez marquant, horrifique, sorti, je crois, sur Disney+, il y a 1 ou 2 ans. Il y a aussi l'Irlandaise Olwen Fouéré, parce que ça se passe en Irlande, hein, et John Lynch ou encore Alistair Bremer, pour ne citer que cela. Pour un métrage qui est délocalisé en Europe, c'est important de le signaler, et qui va raconter l'histoire d'abord de Mina, une américaine quand même, qui vit en Irlande, qui a l'air de s'ennuyer ou d'avoir un certain traumatisme, surtout par rapport à sa jeunesse. On y reviendra sur plus en détail dans on va dire les spoilers, parce qu'il y aura beaucoup de spoilers dans cette vidéo, vous imaginez bien, c'est un film Shyamalan quand même. Donc Mina qui essaye de subsister plus ou moins en travaillant dans une animalerie, se voit confier une mission, ramener une sorte de perroquet dans un zoo. Et pour ce faire, elle doit traverser une partie de l'Irlande par les chemins de traverse, on reviendra sur ce point, et tomber dans une forêt mystérieuse où malheureusement la voiture va tomber en panne. Ça, c'est vraiment, mais vraiment pas de bol. Enfin, on sent qu'il y a eu un problème électromagnétique. Donc, d'emblée, on est dans du Shyamalan, là. Version un peu Cygne ou Le Village. Et là-bas, elle va tomber sur des gens qui se baladent en forêt. Alors, non pas pour cueillir des champignons, non. Pour trouver des ressources, certes, mais vite rentrer avant la nuit dans une cabane, une sorte de bunker, parce que dans cette forêt rôdent des étranges créatures, visiblement, qui t'attrapent, te mange peut-être, ou on ne sait pas, te tue en tout cas, si tu restes dans les bois une fois la nuit tombée. Donc, Mina, elle n'a pas le choix, elle doit suivre ces gens, être sauvée in extremis, et vivre dans une sorte de maison bizarre, miroir, si on veut, avec une vitre qui donne vers l'extérieur, où pendant la nuit, les créatures les observent. C'est eux les watchers, les getters, comme si c'était des rats de laboratoire ou des personnages de télé-réalité, puisqu'on y revient dans le film de toute façon. Et la question est, est-ce que Mina et ses nouveaux acolytes vont survivre? Jusqu'à quand? Est-ce qu'il va y avoir des secrets parmi eux? Et quels secrets renferme Mina aussi elle-même, au-delà donc de savoir qui sont ces créatures? Peut-être twist ou retwist dans un film donc Shyamalanesque, peut-être ou pas. Mon cher Hugo, que penses-tu justement de cette première proposition? La trouves-tu réussie ou non? Très Shyamalan ou pas? Même si c'est la fille, dis-nous tout. Non, c'est pas réussi. Non, je suis vraiment pas, adepte de cette proposition. C'est-à-dire que, je vois un peu trop la filiation qu'entretient, Ishana avec, son père et ça fait un faux semblant de film de Shyamalan, à ceci près que c'est assez, convenu. C'est du cinéma d'horreur, slash train fantôme, slash, film commercial en un peu plus poussé, mais néanmoins pas assez pour que ce soit vraiment réussi. C'est pas vraiment une proposition très atypique de cinéma. On est plus sur un projet calibré pour une, plateforme de streaming, j'ai l'impression. Heu, ouais, non, j'ai vraiment pas été conquis plus que ça. Maintenant, il y a pas que du mauvais dans ce film, il y a aussi des choses, très appréciables dont on pourra en reparler. Mais c'est un peu, j'ai l'impression, le syndrome du premier film, c'est-à-dire qu'il y a de bonnes idées, de bonnes choses comme ça, mais elle n'arrive pas à se démarquer de ses références, en l'occurrence ses références paternelles et autres, parce qu'il y a d'autres, références, Hitchcock notamment, heu et je trouve que voilà, elle a du mal à se débarrasser de ses références et de proposer son son œuvre, à elle, bien propre quoi. Ouais, assez assez raté,
mais pas inintéressant tout de même, et on va développer tout ça ensemble, bien entendu. Alors, je suis à la fois d'accord et pas totalement d'accord avec toi. Alors, c'est un peu particulier parce que sur le fait qu'il y ait une filiation, c'est une évidence absolue. C'est-à-dire qu'on ressent l'âme Shyamalan, tant et si bien même que... Alors, on ne sait pas si c'est pour s'en amuser, en sachant de toute façon qu'elle allait affronter les critiques en ce sens. Elle se dit, je vais me lâcher à fond. Ou on ne sait pas si c'est parce que c'est l'influence du père, dans le sens où elle a appris le cinéma aux côtés de son papa. C'est sûr, elle devait être sur les plateaux de tournage. Je crois même qu'elle avait fait des dessins pour un film plus jeune, voilà, bon, je sais plus lequel, mais bon, il y a quelque chose qui fait que c'est l'héritage là. Donc, évidemment, donc oui, elle va au bout de sa référence paternelle, comme je le citais dans le synopsis, Signe, le village. On peut penser aussi au huis clos chamalanesque, récemment Knock at the Cabin, un petit peu old aussi, dans le côté enfermé, hein, quelque part, piégé quelque part. Le prochain Shyamalan qui sort cet été se surnomme Trap. Donc on est en plein dedans. Et en plus, l'héritage de Hitchcock, tu en parles très bien, on y reviendra sur certains points, parce que Shyamalan lui-même, on va dire, est très inspiré par Hitchcock. Donc c'est la boucle sans fin des influences et des références. C'est un peu ça l'histoire du cinéma depuis le début, de toute façon. Donc c'est pour ça que j'arrive à passer outre cette idée-là. Je ne suis pas étonné, on va dire, sur ce point, et ça me va, dans le sens où finalement, elle ne se renie pas, et on arrive à avoir quelque chose à peu près cohérent dans l'idée shyamalanesque. Après, oui, il peut y avoir des défauts inhérents du premier film, ça on y reviendra. Pour moi, qui s'appesantit trop sur certaines choses et qui veut trop aller dans les révélations sur la fin, ça on devient un peu maladroit, notamment dans le tout dernier acte quand même, trop bavard, etc. Puis on voit tout venir, c'est-à-dire qu'elle n'a peut-être pas la maîtrise on va dire, du twist de son père, même si son père ne se résume pas qu'au twist, hein, rappelons-le. Et il manque, voilà, dans l'écriture, c'est un petit peu léger sur le ou les révélations, ou la révélation plutôt. Enfin, il y a plusieurs révélations en boucle, si on veut, qui sont pas, pour moi, c'est pas hyper pertinent. Une fois que le mystère se désépaissit, on perd en intérêt dans le film. Parce que moi, j'ai trouvé la première partie du film, ou alors, on va dire, la deuxième, si on peut séparer le film en 3 tiers. D'abord, il y a l'exposition, machin, elle se perd dans la forêt, bon, ok. Mais le moment où il y a le mystère avec les créatures et les autres personnages humains, là, j'ai apprécié. J'ai apprécié une allégorie qui est évidente, parce que, bon, la symbolisme de la télé-réalité, là, puisque comme seule occupation dans ce bunker, c'est regarder des vieux trucs, genre les anges dans Secret Story ou machin, on sait pas trop quoi, un truc à l'américaine, quoi. Ok, bon, c'est un petit peu leur expérience aussi qu'ils vivent. Ça, c'est un peu gratuit, c'est presque de l'humour un peu inutile, mais c'est amusant si on veut. Ça permet de rendre le film un peu au-delà du fantastique horrifique. Mais j'ai bien aimé l'idée donc de voir ces humains observés par ces créatures dont on ne sait rien une partie du temps. Et j'aurais préféré à un moment, je me suis dit, j'aimerais bien qu'on ne sache rien sur ces créatures. Ça aurait été finalement beaucoup plus intéressant. Mais bon, après, on apprendra des choses. Et l'idée que ces humains qui ont fait des choses sur cette planète, d'une certaine manière, eux aussi sont jugés. Les Watchers, c'est à la fois des juges, c'est à la fois des spectateurs, ils se divertissent avec des humains et se servent d'eux pour peut-être se changer les idées parce que, quelque part, il y a une sorte de vengeance envers l'humanité. On pouvait imaginer des trucs comme ça, au-delà même de l'expérience. On n'est pas dans Lost, là. Je ne sais pas si tu as vu la série Lost, je crois pas, hein, mais sans Hugo, ou en tout cas, c'est peut-être dans tes projets. Non, Mais j'ai pas vu. il pouvait y avoir cette idée-là aussi, donc ça m'a plu dans l'ambiance. Le mystère autour de on va dire la dame la plus âgée aussi, qui était prof d'université. Alors tu sens très vite que ça peut cacher des choses, ça, mais bon, peu importe. Des personnages plus jeunes, il y a presque un côté malsain et malaisant dans le sens où on ne sait pas trop comment ils se sentent. C'est bizarre, ils sont là depuis plusieurs mois, mais t'as pas l'impression qu'ils vivent vraiment dans des conditions horribles depuis plusieurs mois. Pourtant, là où ils vivent, hein, il n'y a qu'une pièce. On se demande comment vraiment ils peuvent même se laver ou se détendre. T'as pas l'impression qu'ils sont hyper crades de ça de plusieurs mois. Il y a quelque chose de bizarre. Il y a une sorte d'irréalité dans une tendance à vouloir nous faire croire en cette intrigue. Dans l'idée que, bah oui, s'ils sont là depuis plusieurs mois avec juste de quoi manger quelques écureuils qui chassent ou quelques champignons et sans plus bouger que cela, voilà, enfin, avec cette horreur de ne jamais vraiment dormir, au final, on sent qu'ils ne peuvent pas vraiment dormir. Il y a un truc qui est bizarre quand même. Mais bon, passons. Ça donne une atmosphère particulière au film qui m'a accroché pendant un bon tiers. Après, il s'avère que on en sait plus. Et
ouais, après, ce qui peut être tenté derrière n'est pas inintéressant. Autre chose que j'ai apprécié, c'est quand même l'idée de nous creuser le personnage principal dans des tropes assez clichés et stéréotypés, il est vrai, mais cette idée aussi, voilà, d'une américaine délocalisée qui vient un petit peu ailleurs se changer les idées et tout, mais au final, pas tout à fait. C'est là où d'ailleurs intervient l'idée du double, l'idée très Hitchcockienne du double hein, d'ailleurs, qui est hyper déclinée durant tout le métrage, à travers le miroir de la fenêtre sans teint qui donne vers l'extérieur, à travers l'idée de, bon, on peut le dire là, c'est pas vraiment un spoil, mais elle a une sœur jumelle. Ouais, bon, pourquoi pas. Je sens que ça t'a un peu saoulé à un moment, Puis mais les c'est vrai que créatures aussi. et les créatures, oui, qui peuvent à un moment imiter l'humain, mais ça, sans en dire plus pour l'instant, c'est un petit peu cette idée que manipulation aussi potentiellement sur ce point. Ça intervient très vite dans le film en même temps avec le mari d'une des personnages là, qui soi-disant serait vraiment mort, on le voit au début, dans cette scène que tu as jugée en off dégueulasse d'introduction, on y reviendra après. Mais bon, d'ailleurs, le film ne fait pas de suspense là-dessus, on sait qu'il est mort de suite, et quand on le revoit apparaître, il y a un truc qui colle pas, quoi. Donc on peut penser à l'invasion des profanateurs ou d'autres choses où il aurait été recopié, ou cloné, ou bizarre. Il y a un truc bizarre. D'ailleurs, pendant le film, on peut poser déjà l'hypothèse extraterrestre hein, pendant un moment du film. On lui dira dans la zone spoiler si c'est le cas. Et il y a cette idée du double, donc c'est vrai qu'elle est hyper forcée. Alors là, on en revient à Hitchcock, hein, tu parlais même, je crois, en off, on en parlait. Hein, l'idée qu'elle soit blonde, ça rappelle Vertigo, évidemment. Évidemment, hein, il y a de ça. Mais après, dans la mise en scène, je trouve que c'est quand même bien géré et dans l'ambiance. Parce que si on parle du plan formel, dans l'idée de l'enfermement, dans l'idée de cette ambiance fantastique et mystérieuse, est-ce que tu penses quand même qu'il n'y a pas des choses véritablement à sauver là, d'autant plus pour un premier long métrage, même si évidemment le film va au-delà, normalement le cinéma va au-delà de la forme, mais on y reviendra après. Euh, alors, c'est sur ce point-là que pour moi tout se complique un peu, parce que même si je reconnais que Ishana sait manier une caméra, un peu comme son père finalement, qu'elle est tout à fait capable de créer des trucs vraiment uniques, des mouvements de caméra, des espèces de travelling bizarrement faits, mais qui fonctionnent très bien. Non, il y a vraiment une certaine maîtrise de la caméra et de son objectif. Pour autant, j'ai quand même ce sentiment assez étrange que, malgré tout, ça reste très démonstratif dans ce qu'elle propose. Il y a, je pense, aucune intention ou aucune réflexion derrière chacun de ces mouvements. Il y a par exemple un moment, un panoramique, à 360 degrés en circulaire, en extérieur et il est vachement long ce travelling. Ce panoramique, il doit durer peut-être 20 secondes, je pense. Et au final, bah, il se passe rien, tu ne découvres rien de plus. C'est juste, tu es centré d'un point de vue extérieur sur un personnage qui se trouve à l'intérieur. La caméra va faire son panoramique pendant 20 secondes et ça s'arrête là. Et il y a plein de plans comme ça qui sont très démonstratifs, très jolis et on va dire bien exécutés, mais qui ne me racontent rien. Et c'est un peu là où je trouve un problème de mise en scène, bah, c'est que justement, rien n'est mis en scène. Tout est démonstratif, tout est un peu, heu, comment dire? «Regardez, moi aussi je sais manier une caméra alors que je n'ai que 23 ans». C'est un peu ce que me crie le film parce que pour autant, des éléments de vraie mise en scène, j'en vois pas beaucoup. Pour autant, il a aussi, capacité de le faire parfois parce qu'il y a tout un jeu sur les miroirs. Tu l'as dit, le dédoublement de l'individu par le prisme du miroir. Ben, c'est des choses qui sont intéressantes, surtout en termes de mise en scène, mais là encore, c'est pas toujours, hyper bien manié dans le sens où c'est assez redondant. Ça s'arrête finalement, à toujours les mêmes plans qui sont répétés. On va avoir par exemple, en premier plan, eh ben, la tête ou le buste des 4 individus que l'on suit et puis, dans la profondeur, parce qu'il y a quand même un grand travail sur la profondeur de champ et ben, on va avoir, ce miroir où ils seront cette fois-ci les 4 debout. Donc c'est tout un jeu, assez intéressant, mais ouais, j'ai un peu l'impression que tout est un peu gratuit dans cette mise en scène. Mais c'est pas si grave parce que honnêtement, si le film n'avait pas une aussi bonne mise en scène, je pense qu'on se serait tous franchement ennuyés. Mais c'est très démonstratif, un peu gratuit et je comprends pas toutes les idées derrière. Ouais, il y a le côté je veux faire mes gammes, je suis
une réalisatrice qui veut proposer quelque chose et donc j'insiste sur certains plans, mais ça c'est souvent inhérent à des premiers longs. Hein. Après, évidemment, elle a aussi le gimmick de son père. Hein. Son père, il fait ce genre de plan-là aussi, parfois, souvent, ça dépend des films, hein, toujours, mais il y a toujours cette ambiance-là où il délite, où il délie plutôt. Il fait durer certains moments de séquences ou de scènes qui peuvent être dans la tension et le mystère, et c'est ce qu'elle fait. C'est vrai, ce panoramique, c'est un petit peu voilà, donner on va dire l'idée d'être observé, parce que c'est un film sur l'observation aussi. Observer sans être vu, essayer de voir qui nous observe. Il y a ce jeu-là. C'est un double jeu d'ailleurs hein, dans le film. C'est-à-dire que nous, on a le point de vue de ceux qui ne voient rien, on n'a pas le point de vue de ceux qui voient. L'idée est là, même s'il y a à un moment, on essaye quand même de nous mettre vers le point de vue des créatures. C'est là où je commence à sentir des réticences, à trop vouloir nous montrer à un moment les créatures, même au-delà de révéler leur mystère. Je pense que c'est un peu dommage. Et puis bon, il y a il y a la fameuse scène d'introduction qui, avec le recul, n'apporte pas grand-chose. On peut l'enlever du film, celle-là. Alors évidemment, ça ne nous présente pas le personnage du mari de cette protagoniste interprétée par Georgina Campbell. Mais ça sert à rien, en fait. C'est juste là pour nous montrer qu'il y a un danger dans cette forêt. Ok, mais ça, on le saura très vite quand Mina va tomber en panne au milieu et qu'il y a des gens qui disent « Viens, 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 c'est dangereux ». D'ailleurs, le film a des incohérences, potentiellement, il en a des incohérences, et beaucoup. On va dire des raccourcis scénaristiques. L'idée, ça t'a fait marrer, ça. On en a parlé en off, on va en parler vite fait ici, avant d'aller dans la zone spoiler, le fait qu'elles doivent aller, je sais plus où, à l'autre bout de l'Irlande, dans une grande ville. Elle part d'une ville assez moyenne, mais quand même bonne ville, quoi, pour aller vers une autre, et l'impression qu'il y a une seule route paumée au milieu qui va être obligée de passer dans la forêt. Ça t'a énervé, ça. Après, avant de te laisser t'exprimer là-dessus, moi je pense que juste elle s'est paumée en fait. Le GPS a fait n'importe quoi, elle s'est paumée sur un chemin d'herbe, il y a une ellipse à un moment, elle est au milieu de la forêt. Je pense que c'est l'ellipse que tu as eu du mal à digérer sur ce point-là. Vas-y, dis-nous tout. Ouais, non, c'est un film quand même vachement marrant hein, au niveau des incohérences. Non, mais oui, pour revenir sur cette scène-là, donc il me semble qu'elle va à Galway parce qu'elle doit ramener un petit oiseau, un oiseau qui servira plus tard dans le film, mais d'une manière totalement exécrable. Mais bref, elle doit s'y rendre et donc on la voit, elle part d'une ville assez grande et elle se rend vers Galway, qui est aussi une grande ville d'Irlande. Et elle roule sur ce qui semble être une sorte d'autoroute. Elle suit son GPS parce qu'elle connaît vraisemblablement pas le chemin, alors que on lui dit très clairement que elle a déjà fait ce chemin plusieurs fois en début de film, donc elle est censée le connaître. Pourquoi avoir besoin d'un GPS? Bon, pourquoi pas. Mais elle suit donc cette route, et puis le GPS va l'emmener vers tout d'un coup, sans crier gare, une piste forestière, toujours en véhicule, mais bon, c'est déjà un peu compliqué. Donc son GPS déjà qui lui dit un peu n'importe quoi, bon, comme si les GPS aujourd'hui nous indiquaient n'importe quoi, quoique ça peut arriver. Mais non, mais déjà ça c'est très marrant. Et puis ouais, il y a cette forme d'ellipse où en fait elle est filmée donc en face caméra, plein cadre. Finalement, on la voit rouler sur cette piste, ça avance tout droit. Et puis d'un coup, la voiture tombe en panne, sans coupure, sans rien. Dans le même plan, elle roule sur la piste, ça tombe en panne. Et après, elle sort de la voiture. Et là, nous, on la voit donc en plan d'ensemble. Et, euh, et la voiture n'est même plus sur une piste. C'est-à-dire, elle est en pleine forêt, entre quatre arbres. Il n'y a aucune route, aucune piste à côté. Et tout paraît normal. Elle ne s'est pas dit, ah merde, il n'y a plus de route. Enfin, c'est ce genre d'incohérence-là qui, moi, personnellement, me rend fou parce que il y a quand même, sur le plateau, il est censé y avoir un script et ce genre d'erreur, ça se voit quand même à des kilomètres. Alors, je sais pas, hein, mais il me semble quand même que c'est des trucs qui se remarquent. Donc, peut-être que c'est fait express ou peut-être que c'est la forêt un peu enchantée, un peu dangereuse aussi, Mais oui, qui manipule. c'est le petit Mais chaperon rouge ou le petit oui, mais poussé. moi je trouve ça très bête. Dans ce cas, ça ouvre la porte à toutes les facilités. Hein. Mais tu sais, ce qui m'amuse le plus, c'est que moi, le truc qui m'a le plus énervé sur cette scène, tu l'as même pas cité, c'est que, bon, elle est paumée, elle va chercher de l'aide, je sais pas trop quoi, et elle pense, la seule chose qu'elle pense à faire, quoi qu'il arrive, c'est de C'est son oiseau. récupérer ce bip d'oiseau de Tchekhov du coffre. Elle se balade avec. À aucun moment, tu vas essayer de chercher de l'aide autour en prenant l'oiseau, c'est bon,
À aucun moment, à moins qu'elle se dise, je vais me paumer dans la forêt, le seul truc que je pourrais faire, c'est bouffer l'oiseau. À moins qu'elle avait prévu le plan de fin avec l'oiseau, ça c'est possible. Hein. Bah oui, évidemment, d'emblée, elle sentait que... Et non, ça c'est le Elle s'est scénario dit, qui avait prévu ça, c'est ça le problème. elle s'est dit, ah, j'ai un petit fusil de Chekhov dans mon sac, bon bah allons-y. Non, mais elle l'a pas buté avec un fusil de Chekhov, par contre, l'oiseau. Mais voilà, ça... Après, le fait, le GPS, bon, bah, au pire, c'est parce qu'elle n'a pas fait la bonne update sur Mappy ou TomTom. Écoute, ça peut arriver à tout le monde. Ou alors, à moins que les créatures maîtrisent le GPS. Non, mais bon, on rigole, mais quoique. Je sais pas si tu as d'autres choses à dire sur la zone hors spoiler, on va peut-être glisser gentiment. On n'a même pas parlé de la BO parce que je me suis rendu compte après coup qu'il y avait un compositeur dans le film. Donc, Ah, il y il y avait a de la une BO. musique? Oui, il y a une BO. Écoute, c'est une BO d'ambiance. C'est une BO d'ambiance. Voilà. En même temps, bon, voilà. Je sais pas, on peut passer dans la zone spoiler, je pense, du coup. Comme ça, Allons-y. on va pouvoir s'acharner sur l'oiseau, entre autres. Donc, spoiler. Les créatures, déjà, d'emblée, quand même. Alors, évidemment, il fallait qu'il y ait une explication. Alors, non, ce ne sont pas des extraterrestres, même si le design, vite fait, qu'on peut voir, pourrait nous faire penser à cela. Qui sont ces créatures? Ben, vu que ça se passe en Irlande, hein, on est dans le folklore irlandais, sont des fées. Hein, les changelings, en fait, des fées qui vivaient avant en harmonie avec les humains, et un jour, les humains les ont trahis. Donc, les fées, maintenant, elles sont bannies dans cette forêt, bloquées, avec une trappe, non pas une trappe, une selle qui les empêche d'aller à l'extérieur. Il y a tout un délire là-dessus. Et donc, ce sont des fées qui se sont dégradées à travers le temps et qui sont devenues bizarres, mais des fées métamorphes, grosso modo, qui peuvent copier l'humain. Voilà. Et donc, les fées, elles sont là à observer, elles veulent se venger. Peut-être qu'elles veulent sortir de là. Donc, sur cette révélation, moi, j'étais là en mode, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais, parce que c'est rare, finalement, les films qui parlent du folklore irlandais, comme ça et tout. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces révélations ensuite? C'est ça la question. Est-ce que tu as quelque chose à dire d'ailleurs sur le côté folklore irlandais là-dessus, si tu as plutôt apprécié cette idée de base et si tu penses que c'est bien exploité? Le folklore irlandais, c'est quelque chose qu'on voit rarement au cinéma, donc c'est pourquoi pas quelque chose d'intéressant vers quoi se diriger plutôt. D'autant plus que dans un récit fantastique, pas forcément d'horreur, mais du moins fantastique, il y a plein de choses à faire avec ce folklore. Là, pour autant, c'est un pur prétexte. C'est un pur prétexte pour mettre des créatures et parce qu'il fallait justifier absolument l'apparition de ces créatures. Elle savait pas comment le faire. Du coup, elle a inventé ce truc que ce serait des fées. Je sais pas d'où ça sort, mais bon, ça se voit que ce n'est que pur prétexte et qu'elle n'avait Alors, strictement rien à dire. ça sort d'un bouquin, hein, on n'a pas dit, c'est une adaptation d'un livre, voilà, donc Oui, OK, oui. en fait, Un ça livre qui n'est pas encore sorti d'ailleurs. ouais, il est sorti qu'aux États-Unis, je crois. Hein. Mais ouais, du coup, je sais pas du coup si, c'est un travail d'adaptation et que c'était, à fond dans le livre, mais qu'elle, ça l'intéressait pas plus que ça, l'histoire du folklore irlandais ou, si c'est, si c'est, le livre qui n'en traite pas tant et elle non plus du coup. Mais ouais, pour moi, c'est que pur prétexte, ça n'apporte, strictement rien et au final, ça n'a même pas l'image que l'on se donne du folklore irlandais. C'est-à-dire que on va nous parler de fées, de choses comme ça, bon, bah, je suis désolé, les créatures que je vois, c'est House of Déchets, quoi. Oui, mais justement, ça c'est expliqué, c'est que ce sont des faits qui ont été bannis, donc mises là, et pendant des siècles et des siècles, elles se sont dégradées, en fait. Hein. C'est, ça fait très Harry Potter comme idée, d'ailleurs, quelque part. Mais je sais pas pourquoi je pense à Harry Potter, mais on pourrait imaginer ça aussi. Peut-être qu'elle a lu beaucoup de Harry Potter quand elle était jeune, la fille Shyamalan. Mais plus sérieusement, l'idée de mettre l'humain face à ses responsabilités, le discours que les humains ont maltraité ces faits et que ces faits maintenant se vengent. En soi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Un message un peu écolo, tout ça, bon, même si c'est très vague. Hein. Mais après, il y a une deuxième. Alors, il y a avant la deuxième révélation, alors il y a l'idée de la trappe. Alors, ça, pour moi, c'est le truc. Parce que j'ai bugué tout à l'heure. J'ai dit que bon, les faits étaient bloqués par une stèle, par une stèle, machin, voilà. Hein. Mais il y a une trappe dans le bunker, la maison là, où les personnages sont bloqués, à un moment, sous le tapis. Mais alors, bon, entre-temps, ils vont faire des bêtises dans la forêt, aller dans le trou, il va y avoir des dissensions de groupe, mais ça, on s'en fout, à la rigueur, pourquoi pas. Mais à un moment, dans la maison, en enlevant le tapis, on découvre une trappe. Bon,
Alors là, moi, je me suis dit, bon, déjà, il y a Anguille sous roche, il y a quelque chose qui va pas. Et en effet, parce qu'il y a un personnage là-dedans qui est mystérieux. Mais quand bien même, les deux autres personnages qui n'ont pas donc de mauvaises intentions n'ont jamais vérifié sous le tapis, et même Mina, qui est là depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, n'a jamais essayé de regarder sous le tapis, n'aurait jamais découvert cette trappe avant, genre la trappe qui va mener vers un bunker en dessous, avec un scientifique qui a laissé des messages et tout. Genre, c'est pas pourquoi on la découvre que maintenant, bah, là c'est purement du ressort scénaristique, ça, par exemple. Je sais pas ce que tu en penses, Hugo, mais le fait qu'on la découvre là et pas le jour J, alors que n'importe qui va. Pour moi, je suis désolé. Je me fais enfermer dans une maison comme ça, je cherche à regarder tout ce qui se passe, les murs en dessous et tout, s'il n'y a pas des pièces cachées ou des vivres qui sont disponibles et tout. Hein. J'attends pas 10 jours ou 3 semaines après pour vérifier sous le tapis s'il n'y a pas une trappe. Hein. C'est le miracle du scénariste. Ils sont capables d'inventer n'importe quoi pour que leur histoire puisse un peu tenir debout. Ouais, cette histoire, c'est c'est compliqué, surtout au niveau des incohérences, parce que c'est vraiment là-dessus que tout se joue et surtout en mal dans Les Guetteurs. Mais oui, cette histoire de trappe, mais faut aussi parler de ce qu'il y a sous la trappe, c'est-à-dire un bunker aménagé, construit, et donc on sait que cette espèce de cabane a été créée par un scientifique, un universitaire qui s'intéresse au folklore irlandais. Bon, d'accord, pourquoi pas. Mais du coup, c'est lui qui a créé donc non seulement cette maison, mais aussi ce bunker. Dans une forêt aussi dangereuse, comment a-t-il fait? Enfin, c'est une question qui vient forcément à un moment ou l'autre. C'est-à-dire que, quand tu vois tous les aménagements qu'il a fait, il a ramené un groupe électrogène, il a ramené des ordinateurs qu'il a connectés à un réseau internet, il a creusé des galeries souterraines, il a il a ramené des meubles, des objets, de plein de choses à l'intérieur de cette forêt. Comment a-t-il fait alors que celle-ci est carrément hostile? C'est enfin, Moi le je pense que j'ai une interprétation là-dessus. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, on est dans un monde magique, c'est le monde merveilleux des fées. Donc peut-être aussi, il y a des trucs bizarres, voilà. Mais c'est la seule explication que je suis capable de. ou Après, peut-être que les faits attention, font du favoritisme. le scientifique, il le dit. Oui, on a travaillé que 2 jours avec que 13 personnes qui ressortaient avant que la nuit tombe et tout. Ils ont mis des mois. Ok, bon. Bon, allez, à la rigueur, mais bon, ils ne se sont vraiment pas posé de questions, les gens qui ont construit ça quand même pendant des mois, que 2 jours. Enfin, bon, on a dû bien les payer alors, je pense. Voilà, mais c'est Ah vrai que ouais. oui, cette histoire du scientifique et tout, alors bon, ce scientifique dont on ne voit que les vidéos parce qu'il s'est suicidé, et à un moment on apprend qu'il a capturé une créature incroyable. Bah oui, il se prend pour le docteur Frankenstein ou je sais pas quoi, enfin bon, il veut la modeler à son image, et on comprend pourquoi, en fait, c'est pour sorte, il est complètement dépité le gars, il veut ressusciter son épouse morte en fait, voilà, à travers le fait qu'elle pourrait, la créature, façonner son image. C'est très glauque, hein, bon, pourquoi pas, il est complètement fou le gars, tout simplement. En même temps, isolé pendant, je sais pas, presque un an là-dedans, avec des créatures au-dessus, tu deviendrais taré, je pense. Mais du coup, la deuxième couche de révélation, qui peut être intéressante en soi, hein, et ça, c'est après. Donc, à un moment, ça y est, ils s'en sortent. Waouh! Ils arrivent, grâce aux indications du scientifique, à prendre une barque au bon moment. Alors, il y en a un qui meurt parce que bêtement, il a oublié que les créatures en face pouvaient être métamorphes et il croit reconnaître le mari de l'autre. Enfin, bon, il n'a pas trop réfléchi. Il y a des personnages qui sont très bêtes dans le film. Enfin, c'est pas grave. Ça arrive souvent dans le cinéma, des personnages qui sont bêtes. Mais sinon, les autres arrivent à récupérer cette barque et sortir de la forêt au bon endroit, façon le Seigneur des Anneaux un peu, ou pas. Non, pas tout à fait quand même, mais et après, c'est bien, ils vont tomber sur le bus là, qui les mène à Galway. Magnifique, un bus avec plein de gens dedans qui passent sur une route déserte. Tout va bien, évidemment. C'est l'Irlande, hein, c'est la magie de la représentation de l'Irlande, hein, de toute façon aussi. Une vision très américaine de l'Irlande, mais bon, passons. Et donc, tout va bien. Bon, entre-temps, Mina, elle va essayer de respecter les dernières volontés du scientifique, c'est-à-dire empêcher que les gens poursuivent ses recherches parce que c'est dangereux, les faits, attention, machin, elle pourrait sortir de là, voilà. Donc, bon. Sauf qu'elle va découvrir un truc, Mina, à l'université, c'est que beaucoup de fées, avant que les humains les bannissent, ont eu des relations avec des humains. Donc, des hybrides, des créatures hybrides sont nées de ces histoires, dont certaines, vu qu'elles ont du sang humain en elles, peuvent sortir le jour. Voilà, au hasard.
Hein. Et donc, parmi les 3 compagnons de Mina, la dame âgée, donc, soi-disant prof de fac, machin chose, là, et ben, il s'avère que c'était elle, l'épouse morte du scientifique. C'est quand même tiré par les cheveux, les révélations. Hein. D'abord, on se rend compte que c'est l'épouse morte, et après, ben, elle se rend compte que c'est une fée. Donc, c'est une fée diurne, diurnambule, qui a été rejetée par les siennes, d'ailleurs, hein, et qui donc s'est échappée, grâce à Mina et tout. Et donc, maintenant, le personnage, j'ai même plus son nom, joué par l'actrice Olwen Ferré, Madeleine, voilà. Ah bah tiens, Madeleine, c'est amusant ça, tiens, hein, 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 Encore une fois. voilà, hein, Hitchcock. Bonjour Hitchcock. Bon, Madeleine, qui est donc une sorte de personnage double, là, se retrouve dehors, et donc c'est une fée qui va se venger peut-être, mais c'est une fée humaine. Et bon, et alors là, par contre, toute la fin, c'est bien lourdingue, hein, dans la maison et tout, un petit côté jumpscare horrifique, là, ça passe très moyen. Je sais pas ce que tu penses de cette fin, mais avec le recul, j'ai un peu de mal à la digérer quand même. Ouais, moi je pense que toutes les fins sont ratées parce il y en a plusieurs. C'est un peu le syndrome du film d'horreur qui sait pas comment se conclure. Donc il va faire plusieurs fins. On aurait pu très clairement s'arrêter au moment où elles prennent cette espèce de barque et elles montent dans le bus. Ça aurait été déjà très bien parce que le film est quand même déjà trop long pour ce que c'est. Donc le stopper là, ça aurait été bien. Mais non, on rajoute encore après 20 minutes où on va apprendre que, effectivement Madeleine est donc, l'épouse morte du professeur. Donc, on relance l'intrigue, on fait table rase et on recommence tout à zéro. Donc, la fin d'avant devient un nouveau départ, ce qui est quand même assez dérangeant. Et puis encore une fois, on surenchérit avec une autre fin où on apprend que c'est une fée. Alors, est-ce que c'est il y avait plusieurs fins alternatives, on savait pas laquelle choisir, du coup on les a toutes mis? Je comprends pas ce choix, ce besoin de faire plusieurs fins, si ce n'est pour, parodier, parce que je vais pas employer le terme copier, le cinéma de son paternel qui est, reconnu comme un cinéaste à twist, ce qui n'est pas forcément tout le temps d'ailleurs. Donc voilà, c'est aussi là que je trouve des limites dans cette filiation et c'est trop, Ouais. il y a trop de fins, il y a trop de choses. Ah oui, c'est vrai que plusieurs choix, ils se sont dit: «On va» voilà, mais il y a aussi peut-être pour raccorder au personnage principal, on en a pas parlé, mais l'idée de rédemption et de passer un trauma. Parce que Mina, bon, bah, on apprend que, bah, oui, elle a une sœur jumelle et tout, donc on voit enfin le visage à la fin, et la sœur jumelle, elle a une cicatrice parce que, bah, Mina, quand elle était petite, elle était visiblement, pas contente, elle a fait un caprice et elle a créé un c'est terrible quand même. Quand il pense, c'est terrible dans l'écriture même du truc, mais bon, c'est pas grave. Et à cause de son caprice, la mère a eu un accident et la mère est morte. Alors tu parles d'un traumatisme et d'une culpabilité derrière, évidemment. Donc ici, forcément, elle va faire face à face avec cette fée qui, elle aussi, a le traumatisme de tout son peuple. En plus, elle a été rejetée parce qu'elle était à moitié humaine, donc voilà. Et donc à la fin, il y a la magie. Alors à la fin, c'est la magie absolue. C'est-à-dire qu'en dialogue, Mina arrive à convaincre la fée humaine Madeline de pas tuer tout le monde et d'être gentille finalement et d'aller chercher les siens autour. Voilà. La fin, elle a été vite convaincue, la méchante, quand même, parce qu'elle n'est pas vraiment méchante, c'est ça le message. Au final, c'est les humains les méchants peut-être. Mais la fin, elle est un peu, pour le coup, en plus, ce moment-là, il est bazardé psychologiquement en fait. C'est ça qui est dommage. Ouais, 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 beh, complètement, en fait, le film, tend, comme les autres films finalement, à tenir un discours potentiel, mais là pour le coup, déjà j'ai du mal à cerner le discours et en plus je suis pas persuadé que ce soit si bien amené que ça. C'est-à-dire que là on tombe dans une espèce de binarité de les humains sont gentils, mais en fait non, c'est les méchants et puis les Double, fées, c'est les méchants, mais en fait non, c'est les gentils. sont doubles. Bref, Voilà, la oui, dualité, c'est ça. c'est ça, c'est une dualité, c'est du double. Bon, bah, de ce point de vue-là, c'est intéressant, mais qu'est-ce que ça dit du monde et qu'est-ce que ça dit de notre société? Pas grand-chose. Ah, bah, la quête humaine aussi de tout savoir. C'est pour ça que le scientifique, lui aussi, il était double. Il voulait tout savoir, puis finalement, il s'est dit non, 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 détruis tout. Bon, bref, c'est la schizophrénie des fées et des humains. Et pour conclure, du coup, on va accueillir un petit caméo. On le fait parfois sur nos records de la septième illusion. Un petit caméo de l'ami, attention, il apparaît, l'ami Cinéchaud, voilà, l'ami Cinéchaud Nico, qui va nous dire là, s'il se réveille, parce qu'il s'est peut-être endormi en nous écoutant, ce qu'il a pensé lui-même de ce film de Ishana
Night Shyamalan, parce que oui, à la base d'ailleurs, on salue l'ami Arline Nightmare qui aurait dû record avec nous, mais voilà, petit problème d'emploi du temps, on va dire ça comme ça. Mais vous pourrez bientôt la retrouver dans d'autres records de la 7e illusion, hein, je ne spoile pas. Donc l'ami Ciné Show, qui fait partie des rares, on est 4 finalement, à avoir vu le film dans l'équipe, et qui a un problème de micro. Donc, avant de laisser la conclusion à l'ami Ciné Show, concluons nous-mêmes, Hugo, et comme ça il aura le dernier mot. Est-ce que tu conseilles quand même le visionnage de ce film, malgré tout? Au moins pour apprendre ce qu'il ne faut pas faire, hein, j'ai envie de dire. Bah, pour apprendre ce qu'il ne faut pas faire, non, parce que on a vu bien pire, surtout dans Oui, le cinéma d'horreur. Donc récemment. non, pas spécialement. Et puis il y a pas que du négatif dedans. Donc non, je vous conseille juste pas de le voir. C'est pas spécialement intéressant, quoi. C'est si vraiment, vraiment, vraiment il y a rien d'autre. Alors pourquoi pas. Mais sinon non, je vois pas cet intérêt. Ouais, oui. Après, moi, j'avoue, je l'ai vu en mode, j'allais découvrir un petit peu Madame Shyamalan, fille, en tant que réalisatrice de long métrage. Je suis allé le voir parce que moi, j'avais aimé les épisodes qu'elle avait réalisés. Alors, c'est pas elle qui écrivait, du coup. Vous voyez, c'est ça aussi le problème. À mon avis, c'est plus dans l'écriture scénaristique et l'écriture du film, enfin, filmique, qu'elle a encore à progresser, mais elle a 23 ans et beaucoup à 23 ans ne sont pas capables de faire le quart de ce qu'elle a fait là. Mais par contre, oui, niveau mise en scène et tout, elle avait fait ses gammes avant, et j'avoue que là, également, elle s'en sort bien. Mais le problème, c'est que passer d'un épisode, je sais pas, Seven, c'était entre 30 et 50 minutes selon les épisodes, quoi, à un long métrage, et on va dire réaliser quelque chose dans une écriture déjà préalablement faite, c'est pas la même chose qu'entreprendre un long métrage par soi-même, une adaptation par soi-même. Peut-être que pour son premier long, on aurait dû, on va dire, l'assister, je pense, d'un ou d'une scénariste avec elle, peut-être pour qu'elle puisse mieux se concentrer sur, on va dire, l'élaboration même cinématographique. Je pense que c'est peut-être ça, hein, Hugo, qu'elle aurait. C'est peut-être trop ambitieux, j'ai envie de dire, pour un premier long métrage. Je me demande si, quelque part, au final, le fait que ce soit la fille de M. Night Shyamalan qui coproduit le métrage, je me demande si c'est pas trop ambitieux et trop compliqué à faire pour un premier long aussitôt. Je sais pas ce que tu en penses, Hugo. Ça explique peut-être certaines choses. C'est peut-être laissé dépasser par les événements malgré elle, hein. Bah oui, surtout qu'elle démarre pas n'importe où. Elle démarre quand même à 23 ans à Hollywood, ce qui est beaucoup trop rare pour être souligné. Alors bien sûr, on peut parler de pistonnage ou de choses comme ça qui ont certainement dû faciliter, enfin je pense que c'est un fait même, qui ont dû faciliter sa création artistique. Néanmoins, effectivement, c'est peut-être un peu trop ambitieux de commencer sa filmographie par un projet aussi important, non pas que le film serait véritablement bon, mais que voilà, il y a plein de choses à maîtriser, surtout d'un point de vue d'écriture. Euh, donc ouais, c'est compliqué, je pense, pour quelqu'un de son âge qui démarre dans une grosse industrie avec, je pense, quand même pas mal d'argent en jeu, avec une attente aussi derrière du public, parce que forcément, elle a un nom qui fait que elle sera attendue. La preuve, on allait le voir pour ça. Donc effectivement, c'est pas forcément super simple, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, ça y est, peut-être que notre ami Cinécho a réglé ses problèmes de bugs. Pour Oui, conclure, oui, voilà. Donc, oui. mon cher Nico, ton avis global et ta conclusion, enfin, voilà, grosso modo, ton ressenti sur les guetteurs, The Watchers. Bah, écoutez, j'ai, beaucoup apprécié le visionnage, pour être honnête. Alors, il est effectivement, comme vous l'avez dit, il a beaucoup de problèmes qui fait que c'est, notamment au niveau de l'écriture, il y a effectivement des grosses ficelles scénaristiques. Effectivement, vous avez parlé de la trappe. Je confirme que c'est quelque peu, C'est même des cordes, hein. C'est des cordes scénaristiques, hein, pour faire oui, référence oui, à voilà, Hitchcock, hein, qui a fait un très bon film qui s'appelle La Corde. Voilà, ça c'est gratuit. voilà. Puis pareil, le début où elle s'en va pour chercher de l'aide dans une forêt, enfin bref, un peu bizarre, mais comme s'il y avait du monde, mais bon, pourquoi pas? En fait, moi, par contre, il y a un truc que vous avez pas trop parlé, mais pour moi, c'est quand même assez, important, je dirais, dans l'écriture du personnage, c'est qu'on montre quand même qu'elle est quand même très solitaire, très isolée du monde. Même dans la mise en scène, au début, j'ai remarqué que quand on filmait, l'exposition au début, on ne montrait jamais les visages des autres personnes avec qui elle parlait. C'était toujours dans le flou, dans la foule par exemple ou ce genre de choses Très bonne et remarque. Très bonne ça remarque. C'est vrai permettait qu'au en fait début, de
Et d'ailleurs, désolé de te couper, Nico. Il n'y a pas de problème. C'est très intéressant ce début parce qu'à un moment, j'étais en train de me demander si on n'allait pas nous plonger dans sa propre perception à elle et qu'on n'allait pas rentrer dans son univers fantastique à elle. C'est presque une fausse piste, à moins que Ishana Shyamalan avait une autre idée en tête, parce que malheureusement, derrière, ça ne suit pas tout à fait, je trouve. Mais c'était très intéressant comme début. Oui. Et puis, en vrai, je trouve que sur la fin, même si effectivement, le déroulé est parfois un petit peu plus compliqué, je trouve pas que le tout dernier twist et tout le propos final sur, ces 2 personnes que sont du coup, Mina et Madeline, qui sont du coup 2 personnes un petit peu exclues de leur propre société. Madeline parce qu'elle avait une différence de nature par rapport au fait qu'elle était mi-humaine, mi-fée, et Mina plus pour ce côté assez isolé, un petit peu en dehors de la société, qui explique aussi peut-être pour moi, j'avais imaginé que le fait effectivement au début que son traumatisme, le truc de dans la voiture, où il y a un accident, tout ça, on aurait pu penser que c'est un petit peu gros, mais si jamais le personnage était aussi comme ça quand elle était petite, ça me choque pas tellement parce qu'elle est quand même présentée comme quelqu'un d'assez à part finalement, de quelqu'un de quand même qui a des habitudes, qui a une façon de penser, de fonctionner qui est tout de même assez différente et qui est un peu en dehors justement d'une certaine notion de normalité. Ce qui du coup fait que sur la fin, j'ai pas trouvé ça si déconnant le propos, notamment tout le plan de fin où on voit, à la fois, Mina, avec Mmh. sa sœur jumelle et Madeline en bas qui se réincarne dans un autre truc. Il y a un côté où on essaye un peu de «s'affirmer» entre guillemets dans cette société malgré nos différences, donc je sais pas, je trouve que même si c'est un peu brouillon et que tu sens que c'est un premier film, qu'il y a des grosses ficelles et qu'il y a des trucs, qui peuvent s'améliorer, je trouve néanmoins que c'est un premier film qui s'en sort pas mal. Il y a même un côté peut-être encore plus intimiste que Shyamalan, le père. Il y a un côté, assez encore plus proche peut-être des personnages, je sais pas, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Ça rapproche de Signe, hein, un petit peu. C'est une Mmh. ambiance à la Signe. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'à la fin, Madeleine, elle s'incarne, elle se métamorphose en petite fille, qui pourrait être l'effet miroir de Mina jeune, qui, quand elle était petite fille, a créé cet accident. Il y a un truc dont on n'a pas parlé aussi, mais bon, on va conclure là-dessus, c'est l'oiseau, parce que bon, on a parlé du fusil de Tchekhov, là, mais en fait, l'idée, c'est les oiseaux, il faut suivre les oiseaux pour suivre la barque et tout. Là encore, les oiseaux, hein, très bon film de Hitchcock. Je pense que parce que dans Bah, la Hitchcock référence aussi, va même plus loin avec les corbeaux, hein. bah, il y a les corbeaux, oui, mais alors même encore plus loin dans le fusil de Tchekhov, parce que dans les oiseaux, le fusil de Tchekhov, c'est les deux inséparables à ramener, là. Là aussi, oui, il se sépare jamais des oiseaux à ramener à l'institutrice, là. Et ben là, pareil, Mina, elle se sépare jamais de son oiseau. Mais là, on est dans du clin d'œil hommage, c'est sûr. Je suis pas sûr que ce soit dans le bouquin, ça. Mais à suivre, hein. Faudrait lire le bouquin quand il sortira. Voilà, un bouquin d'ailleurs de A.M. Shine et pas Shyamalan. Voilà, ça, beaucoup de shy là-dedans. Mais voilà, bon, vous l'avez compris, c'est un film quand même C'est qui pas fait que promo. en tout cas, c'est un film qui fait parler les bavards, donc c'est pas si raté que ça. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est toujours intéressant de voir comment une cinéaste ainsi commence son univers. Et aussi bien, dans 10-20 ans, on dira qu'elle a super bien évolué. On attend surtout une chose pour elle, et on lui espère cela surtout, c'est qu'elle s'émancipe du père. C'est-à-dire qu'à la fin, on va finir là-dessus, hein, promis, à la fin, il y a quand même un personnage qui s'émancipe, qui prend son envol, puisque la fée retrouve ses ailes à la fin, Madeleine. Moi, j'ai envie d'y voir une allégorie de ce que Night Shyamalan aimerait pouvoir faire plus tard, c'est elle aussi voler de ses propres ailes. C'est un film un Oh peu là là. brouillon. Ah, ouais. C'est brouillon parce que tu as l'impression qu'à la fin, elle se dit, bon, j'ai eu beaucoup de trucs, là, on m'a offert ce premier film, j'ai eu beaucoup de concessions à faire, donc peut-être qu'elle n'est pas hyper heureuse du résultat, hein, mais à la fin, je m'envole de mes propres ailes. Voilà. C'est peut-être ça qu'il faut Ouais, ça doit retenir. être ça. On verra hein, ce qu'elle nous proposera après. Moi, je dis J'aimerais bien même que. les 5 dernières minutes, enfin, la dernière minute avec le plan sur la fenêtre, je trouvais que c'était déjà un plan qui se démarquait dans sa façon de faire, je trouvais. Bah, pourquoi pas? Un petit C'est peu vrai plus que là, poétique, dirons-nous. j'imagine qu'elle a dû avoir un cahier des charges à respecter pour pouvoir faire ce film. Alors, tu nous fais un film comme papa, hein, grosso modo. Hein. J'espère que c'est pas son père qui lui a dit derrière, bon, tu sais, comme l'instituteur, hein, alors, tu fais ça, ça, ça. Tu fais comme moi d'abord et on verra après si tu es capable de faire mieux. J'espère pas. Je pense pas. Juste, lui, il a donné les fonds, quoi. Mais à suivre, ça sera intéressant de voir ce qu'elle fera après et comment elle évoluera sa carrière derrière. Si évidemment elle fait que des films comme papa pendant 10 ans, on pourra se poser des questions. Et ça, voilà.
On peut dire, malheureusement, elle met les pieds dans une industrie ici où elle va pas tout maîtriser et elle va porter le nom du père. Hein. Donc j'espère pour elle qu'elle aura une totale liberté par la suite. Et ça, seul l'avenir pourra nous le dire. En tout cas, merci beaucoup Hugo et Nico pour ce moment, pour cet échange chamalanesque, mais chamalanesque Ishana. C'est très important de le signaler. Et puis on attend avec impatience Trap, qui sort, je crois, le 7 août maintenant en France. Ça a été repoussé d'une semaine. 7 août. Parce que la semaine d'avant, il y a Maxine. C'est un été très horrifique en vue. Quoique Trap. J'ai excessivement hâte de voir Trap, perso. Trap, ça a l'air d'être plus un thriller, où on a déjà la révélation du twist dans la bande-annonce. À mon avis. C'est un autre. Dans tous les cas, au moins, il y a l'air d'avoir une très très jolie, enfin très très bon concept. Et j'aime beaucoup Josh Hartnett en plus. Donc franchement. Ouais. En tout cas, Shyamalan, ce que je dis à chaque fois, c'est pas toujours totalement réussi, mais à chaque film, j'ai envie de le voir. À chaque fois, il m'accroche. Il veut, il m'attrape. Bah, écoutez, donc, merci à vous deux en tout cas. Et rendez-vous cet été. On en parlera probablement de Trap. Alors, peut-être pas le 7 août, hein, on sera peut-être en vacances, mais au moins à la fin de l'été, on essaiera d'y revenir dessus. Et on vous dit à très bientôt et restez à l'affût parce que beaucoup de duos ou autres trios arrivent ces prochains jours. Là, on vous concocte une recette, on va dire, très variée, là, notamment bientôt Vice Versa 2, mais ça, on n'en dit pas plus pour l'instant parce qu'à mon avis, ça va débattre sec et dur. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.